La leçon 24 sera consacrée à la consultation. Un psychothérapeute, un pasteur psychothérapeute peut devenir un consultant. Un consultant, c'est quelqu'un qui va prêter ses services, donner ses services à un autre conseiller, un autre psychothérapeute, pour l'aider à cheminer dans ce qu'il fait, l'aider à mieux faire, à bien faire, à mieux faire ce qu'il fait. C'est tout un processus d'accompagnement professionnel d'un autre professionnel. C'est un professionnel qui accompagne un autre professionnel, et ces professionnels qui l'accompagnent travaillent avec des clients, et lui est consulté par ce professionnel pour l'aider à mieux faire, à bien faire et à mieux évaluer ce qu'il fait là. Alors, il y a plusieurs modes de consultation pour aider les analystes et les analysants qui sont en train de travailler à mieux faire leur travail. Par exemple, on peut vous consulter pour, en ce qui concerne l'établissement de bonnes relations thérapeutiques. On peut vous consulter, vous êtes consultant pour aider les gens à développer à établir et développer de bonnes relations thérapeutiques. On peut vous consulter pour aider à l'écoute thérapeutique, à bien écouter les gens. Et il y a des gens qui sont spécialisés dans l'écoute thérapeutique et qui ont des théories d'écoute thérapeutique, des pratiques d'écoute thérapeutique, des heures d'écoute thérapeutique. On peut aussi, dans la consultation, vous demander d'aider les gens à évaluer le problème, écouter le problème, l'évaluer et diagnostiquer. Vous pouvez aussi être demandé en consultation pour aider les gens dans les interventions, mieux choisir les interventions selon les problématiques, selon les détresses. Vous pouvez aussi être demandé, n'est-ce pas, à aller en consultation pour savoir comment terminer, comment finir une thérapie, comment référer les gens en thérapie, dans une autre thérapie. Voilà, on peut être consultant dans différents domaines. Il y a plusieurs modes de consultation et on a choisi de vous expliquer au moins, on a retenu 4 modes. Premier mode, c'est le mode provisionnel. Provision mode en anglais. Là, les consultants vous demandent, le consultant est demandé à assister le consultant, celui qui demande la consultation, à l'assister sur un point spécifique. Par exemple, quand j'ai des difficultés à établir les relations thérapeutiques, ou bien à bien évaluer, n'est-ce pas, le traitement que je donne. Et là, vous allez être consulté sur ce point spécifique. On appelle ça le mode provisionnel. Provision mode. Deuxième mode de consultation, c'est le mode de consultation pour les prescriptions. Prescription mode. Prescription. Et là, c'est comme le docteur et le patient. Vous allez être consulté sur tel point et vous allez prescrire ce que la personne qui vous consulte doit faire pour améliorer ce point que vous avez abordé ensemble. Vous devez lui prescrire ce qu'il doit suivre pour résoudre ce problème. Un autre mode, à part le mode provisionnel et prescriptionnel, il y a le mode collaboratif, la consultation collaborative. Et là, vous êtes ensemble, le consultant, le consulté, et même parfois le client ayant été traité, vous consultez, vous collaborez ensemble pour améliorer vos interventions. Et vous les écoutez ensemble, vous travaillez ensemble, vous faites une communauté collaborative, une sorte de laboratoire pour améliorer, par exemple, l'écoute thérapeutique, améliorer l'évaluation
de problèmes de counseling, l'évaluation des interventions, etc. En counseling, etc. Mais vous travaillez ensemble, ce qu'on appelle le mode collaboratif. Il y a aussi les modes de consultation qu'on appelle médiation. Là, c'est pour vous consulter en matière de médiation entre les personnes en conflit. Vous êtes donc, c'est surtout ceux qui travaillent dans la gestion de conflits, ils ont besoin de développer des habiletés pour la médiation. Quand on fait la médiation entre les syndicats et le patronat, la médiation entre les étudiants en grève et les autorités de l'université, la médiation entre une armée qui se soulève contre ses autorités militaires, etc., eh bien, on a besoin de spécialistes dans ce domaine de médiation. Donc, vous devez, comme consultant, vous spécialiser en médiation, en gestion de conflits et médiation. Donc, voilà les 4 modes que nous avons distingués, retenus. Mode prévision, prescription, collaboratif, mode collaboratif et mode médiation. Il y a plusieurs modèles de consultation et on a retenu aussi quelques-uns de ces modèles. Il y a le modèle de consultation en santé mentale. Il s'agit ici de gens qui travaillent en santé mentale et qui veulent améliorer leur manière de diagnostiquer, de clarifier, d'évaluer leur travail dans le domaine de santé mentale. Vous voyez? Et c'est très important. Et ici, il faut être spécialisé dans le domaine. Il y a le domaine de consultation comportementale, dans le domaine comportemental. Ici, le consultant est appelé à aider les gens à trouver comment résoudre le problème des changements comportementaux. Et encore là, il faut être spécialiste en counseling comportemental, soi-même, et avoir fait beaucoup de pratiques de changement comportemental pour aider les gens à savoir comment aider leurs clients à changer de comportement. Il y a ce qu'on appelle le process, la consultation, le procès de consultation. Et la consultation process, le modèle process consultation, modèle process consultation ou consultation, processus de consultation, ce modèle-là s'appelle comme ça. Ce modèle consiste, n'est-ce pas, à voir le processus même de counseling, comment ça se passe, et comment, à travers ce processus, vous allez aider les gens à s'améliorer dans leurs interventions. Tout le processus au complet de counseling, c'est-à-dire depuis l'établissement de la relation thérapeutique jusqu'à la fin de la cure, vous avez tout ce processus et vous êtes responsable pour aider les gens à voir comment se développe leur processus et leur efficacité dans les interventions. Tout le processus, on appelle ça la consultation pour le processus thérapeutique. Et enfin, il y a ce qu'on appelle advocacy consultation. Advocacy consultation, c'est un peu spécial. C'est une minorité de gens comme Connolly et Connolly, qui sont femmes et hommes, qui ont suggéré qu'il faut travailler pour changer et quand le client est une minorité physique ou mentale. L'advocacy, c'est un peu la défense, n'est-ce pas? Des clients qui sont minorité physique ou minorité mentale, minorité raciale, qui consultent le quoi, comment changer les méthodes, comment ajuster nos méthodes. Et on vous consulte si vous êtes spécialisé dans un counseling multiculturel. Et là, ça nous fait atterrir justement sur la problématique des différences culturelles en consultation.
Alors, en consultation, vous devez tenir compte de différences culturelles pour savoir dans quelle vision du monde opère celui qui vous consulte. Hein? Pourquoi il opère de telle manière? Les contextes dans lesquels il opère. Alors, il y a aussi les différentes phases de la consultation, comme je vous l'avais dit, comme dans la consultation individuelle, n'est-ce pas, comme dans le counseling individuel, il y a d'abord la phase de contact et vous établissez la relation avec la personne qui vous consulte. Vous évaluez l'importance de cette consultation, le problème pour lequel on vous consulte. Puis vous diagnostiquez les différentes situations pour lesquelles on vous consulte et vous commencez votre intervention en définissant quel genre d'intervention est nécessaire. C'est une consultation pour améliorer l'écoute, pour améliorer la relation thérapeutique, etc. Et là, vous avez à définir les phases de cette consultation jusqu'à la fin de la consultation. Le consultant doit être un homme, un psychothérapeute bien expérimenté. Et il doit savoir comment entrer dans une consultation et sortir dans une consultation. Vous entrez dans une consultation, première phase, vous établissez le contact avec la personne qui vous consulte, vous diagnostiquez les problèmes pour lesquels on vous consulte, et là vous passez au traitement de ces problèmes. Et il est important d'avoir le feedback. Ça peut être un feedback négatif. Vous devez vous préparer à recevoir ce feedback parce que le quatrième stage, après avoir reçu le feedback, c'est l'évaluation. Vous devez savoir évaluer les votre consultation. Voilà donc ce qui concerne les consultations. À côté de la consultation, on peut vous demander de vous préparer à devenir un superviseur. Alors, à ce moment-là, quand vous supervisez, vous avez 2 ou 3 formes de supervision. Vous pouvez superviser de pairs, c'est-à-dire vous supervisez d'autres conseillers, juniors ou seniors, mais qui vous qualifient dans un domaine et qui pensent que vous pouvez les aider à améliorer leur travail dans ce domaine-là. Vous pouvez devenir un superviseur, par exemple, de gens en approche cognitive ou en approche systémique ou en analyse transactionnelle. Vous pouvez aussi superviser des étudiants qui se préparent à devenir des counselors, des psychothérapeutes. Alors, il faut savoir qu'il y a des habiletés qui sont exigées en supervision. Et là, vous avez d'abord la capacité de savoir comment bien poser les questions, les questions en conseil, des questions ouvertes, des questions fermées. Est-ce que vous savez paraphraser ou reformuler les questions, que les discours du patient ou les discours aussi de l'interprète? Vous savez faire de refléter sur ce qu'ils disent. Savez-vous lire entre les lignes? Savez-vous comprendre le non-verbal, etc. Donc, dans l'intervention en supervision, vous devez être un expert, évidemment. Alors, dès le départ, vous devez établir un consensus avec votre superviseur, avoir un contrat de supervision. Quand les étudiants vous arrivent, il y a un contrat. Et vous allez le superviser de A à Z, dans toutes leurs interventions. De la même manière, quand vous suivez les gens qui sont vos pairs et que vous les supervisez. Première phase de la supervision, c'est établir le rapport et l'engagement. Vous signez un engagement et vous devez établir le rapport de relation, relation et engagement. Vous devez vous engager mutuellement
il y a une alliance qui se fait du travail entre le superviseur et le supervisé. Deuxième niveau, vous évaluez le contenu de la supervision. Sur quoi sera basé ce contenu? Pendant combien de temps la supervision va durer, etc. Vous devez donc, et troisième niveau, vous conceptualisez vos interventions, c'est-à-dire vous les définissez conceptuellement. Par exemple, ma supervision va porter sur les interventions cognitives de l'étudiant. Vous voyez, les interventions cognitives. Ma supervision porte sur vos interventions comportementales. Et ici, dans la clinique, nous utilisons souvent, parce que c'est une clinique de famille, les interventions systémiques. Et ma supervision va porter sur ça. Vous définissez déjà conceptuellement comme ça. Il n'y aura pas de discussion à la fin. Oh, vous m'avez jugé cognitivement alors que j'intervenais systémiquement. Vous voyez. Hein? Alors, c'est très important de définir conceptuellement les contextes dans lesquels, et le contexte thérapeutique dans lequel va se passer votre supervision. Et à la fin, quand vous avez terminé votre supervision, il y a l'évaluation de la supervision évidemment et voir aussi la suite. Un superviseur, c'est quelqu'un qui est expérimenté en counseling et qui évalue l'autre, l'accompagne et l'aide à performer, à s'améliorer, à se développer dans son domaine, à développer lui-même ses capacités pour établir les relations thérapeutiques, ses capacités pour l'écoute thérapeutique, ses capacités d'évaluer et de diagnostiquer les problèmes de gens, ses capacités d'intervention professionnelle dans le domaine de la psychothérapie et de la pastorale, ses capacités, n'est-ce pas, d'aider les personnes à faire face à leurs problèmes, à les résoudre, et ses capacités aussi à terminer ses interventions en toute beauté et en toute satisfaction. Voilà donc, bien-aimés étudiants en psychothérapie, ce que nous avions à dire concernant ce que nous appelons l'initiation à l'intervention psychothérapeutique en counseling pastoral. Hein, c'est l'initiation à la psychothérapie en counseling, comment pratiquer une psychothérapie professionnelle, pas une psychothérapie d'amateur. Alors, très important, je reprends encore les choses, il est important de savoir dans tout ce que vous faites, que ce soit dans le domaine de la supervision, dans le domaine de la consultation, ou dans le domaine de counseling de crise ou de counseling tout court, savoir établir les rapports, les relations plutôt thérapeutiques, la relation de travail numéro 1. Savoir écouter, évaluer et diagnostiquer les problèmes pour lesquels on vous compte. Les problèmes au pluriel ou au singulier, c'est la même chose. Savoir écouter, évaluer, diagnostiquer les problèmes, définir les problèmes. Savoir définir les objectifs pour lesquels vous êtes en train de travailler avec la personne. Et à partir de ces objectifs, savoir choisir les interventions qui sont efficaces. Et intervenant efficacement, vous arriverez à aider la personne à trouver des solutions à ses problèmes et cela vous amènera évidemment à la fin de l'intervention thérapeutique, une fin qui doit être douce, sage, intelligente, hein, et qui doit mener la personne à plus de maturité personnelle dans le domaine que vous avez traité ensemble. Les stratégies en counseling sont nombreuses, mais j'aimerais me résumer en quelques stratégies.
Comme contre cela, vous devez développer des stratégies au niveau émotif. Comment aborder les gens qui sont en crise émotive. En crise émotive. Vous devez développer des stratégies au niveau cognitif. Comment développer des stratégies au niveau de la cognition, au niveau de la raison, au niveau du jugement, au niveau des perceptions des gens, etc. Quand ils raisonnent, quand ils essayent de se défendre, ils essayent de juger, de se présenter de façon discursive. Vous devez savoir suivre leur raisonnement, leur pensée. Jésus était très spécialisé en sciences de la pensée. Il savait suivre les pensées des gens, même les pensées non dites. Comment vous pouvez suivre les non-dits, les gestes qui reflètent des choses cachées? Alors, c'est très important de savoir cela. Et après cela, comment évaluer les problèmes, diagnostiquer les problèmes, puis définir les objectifs du traitement, de la consultation. Objectifs qui peuvent être du niveau cognitif, émotionnel, au niveau relationnel, etc. Quels sont les objectifs? Et après, comment intervenir? Et à la fin, comment terminer?